Et on continue dans l'échange d'expériences avec Smara Lengou, directrice de la stratégie du marketing et des relations institutionnelles chez DocaPost, filiale numérique du groupe La Poste. Smara, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. DocaPost se positionne comme un expert dans le traitement des données sensibles et un référent effectivement de la confiance numérique en France. Vous êtes le premier opérateur de données de santé en France. Alors, dans ce contexte, comment est-ce que DocaPost aborde la cybersécurité ? Bonjour et bonjour à tous. Effectivement, DocaPost, c'est une filiale numérique du groupe La Poste, clairement positionnée depuis des années sur les enjeux de confiance numérique et puis dans le prolongement du lien de confiance que La Poste en tant que groupe territorial porte depuis des siècles. Donc clairement, autour de ce positionnement de confiance, l'enjeu pour nous a été tout d'abord d'assurer la sécurité et la cybersécurité des solutions que nous créons pour nos clients dans des segments de marché qui sont extrêmement régulés, comme la santé, comme le secteur public, comme l'éducation, etc. Avec des données sensibles. Avec des données sensibles, des données de santé, des données pharma, des données qui touchent à la vie privée des citoyens aussi. Et donc un positionnement à la fois B2B et à la fois B2B2C qui nous rend unique. Du coup, sur le marché, il y a peu d'acteurs qui ont ce positionnement-là. Et puis au-delà du positionnement sur les segments de marché, une capacité à développer en propre des briques de confiance, des briques techno qui permettent en fait d'assurer cette sécurité avec des solutions qui sont certifiées par l'ANSSI, par d'autres entités comme la signature, comme l'archivage probatoire, comme la partie cloud qu'on développe aujourd'hui, qui permettent du coup d'assurer en fait de bout en bout un parcours qui est sécurisé. Et donc forcément, le sujet de la cybersécurité, au-delà de ce qu'on fait pour nos clients, s'est présenté aussi dans notre capacité à créer une offre de services de cyber, ce que nous faisons depuis 1 an et demi, avec un positionnement qui est particulier parce qu'on va toucher certains segments du marché, notamment les TPE, les PME, les collectivités territoriales, petites et moyennes, c'est-à-dire tout le segment qui est aujourd'hui en risque et qui a un besoin en termes d'offres de services, de quelque chose d'assez packagé, d'assez simple d'installation. Voilà. Donc l'offre que nous on propose sur la partie cyber, elle propose à la fois de pouvoir effectuer un diagnostic qui permet de mesurer un peu le risque auquel on est exposé, et puis de pouvoir garantir la reprise d'activité avec des systèmes de sauvegarde déconnectés qui permettent du coup que les données sauvegardées ne soient pas cryptées ou détruites. Voilà. Et puis il y a des clients qui ont besoin d'offres un peu plus complètes, au-delà de ces deux parties-là, et donc qu'on peut accompagner avec du conseil ou avec des offres d'AMOA, par exemple. Voilà. Et puis, ce qui me semble aussi important, et c'est un peu dans la prolongation de ce qu'Emmanuel disait avant moi, on fait partie d'un groupe. Et ça, c'est aussi important parce que nous, on a nos expertises chez DocaPost et on en est très fiers. Mais on a aussi plein d'experts spécialisés dans la maison, la grande maison postale, sur la partie banque, sur la partie assurance, sur la partie mobile, etc. Et ça, c'est super important aussi, parce que lorsque vous êtes dans des situations un peu plus compliquées, il y a énormément de solidarité, en fait, qui se met en place, et d'entraide, et des capacités aussi à aller chercher des compétences ponctuellement, si besoin, et c'est aussi la force d'un grand groupe. Alors on va revenir dans un instant sur cette solidarité qui me semble très intéressante. On a parlé aussi de l'impact des nouvelles technologies qu'on voit arriver, les technologies de rupture comme l'IA générative, le quantique, le edge. Comment est-ce qu'on fait pour aborder ces nouvelles technologies qui arrivent, qui chamboulent du coup tous les services, pour rester pertinent
Et comment est-ce que vous pensez que ça va changer les métiers de la cyber? Alors clairement, en fait, on parle d'innovation. L'innovation, c'est ce qui nous permettra d'être efficace dans les prochaines années. Si je prends les trois sujets que vous avez cités, le cloud, l'intelligence artificielle et le quantique, je dirais à peu près la même chose pour les trois, en fait, vous allez voir. Le cloud, c'est forcément une solution, mais c'est aussi un problème. Et je m'expliquerai, c'est une solution parce que clairement, c'est un énorme pas en avant. Ça permet en fait à des acteurs qui n'ont pas forcément d'expertise et pas forcément envie non plus d'avoir des expertises IT très développées, de sous-traiter d'une certaine façon une partie de leur cybersécurité. Okay, et ça, c'est bien, ça c'est très bien. Par contre, attention, être dans un cloud qui est sécurisé, qui est de confiance, ça ne veut pas forcément dire qu'on est à l'abri de tout. Et il y a des risques, il y a aussi des questions de efficience, de souveraineté, de bonne définition des structures et des données qui sont poussées dans le cloud, qu'il faut avoir en tête avant de s'engager dans cette voie-là. C'est vrai que quand on pense au cloud, on se dit souvent que c'est sécurisé by design, mais... Ça dépend des enjeux et des cas et des spécificités de chaque entreprise et du besoin en réalité du client. Si on prend le deuxième sujet, l'intelligence artificielle, je dirais de la même façon, c'est une solution, mais ça peut être un problème. Clairement, c'est un problème lorsque ceux qui attaquent l'utilisent pour améliorer leurs attaques. Et donc, ils deviennent plus vite un peu meilleurs que nous, pour peu de temps forcément, mais un peu meilleurs que nous parfois. Et donc, c'est une solution aussi pour ceux qui défendent, pour les défendeurs, parce qu'elle va permettre d'aller détecter très rapidement ces possibles attaques dans une masse d'informations qui habituellement est très très importante, et donc d'être beaucoup plus efficace. De la même façon sur le quantique, aujourd'hui clairement c'est une menace parce que ça vient challenger des algos qui sont utilisés partout, mais par exemple pour nous, ça a été d'une certaine façon aussi l'opportunité de se reposer la question de comment on construit nos solutions et donc d'essayer de passer dans une étape plus de transition où on le fait sur nos solutions d'archivage, on soit en capacité de donner des preuves d'archivage à la fois qui soient aujourd'hui pré-quantique compatibles et qui soient demain post-quantique compatibles. Alors vous dites par rapport au recrutement que la clé finalement c'est de pouvoir proposer de vraies perspectives d'évolution mais aussi un projet d'entreprise qui fait rêver. Comment on crée un projet d'entreprise qui fait rêver ? Alors un projet d'entreprise qui fait rêver, c'est un projet d'entreprise qui est déjà clair sur le long et moyen et long terme. Donc on sait où on veut aller loin. Et après, la deuxième étape très importante, c'est un projet d'entreprise. Si vous le portez qu'au niveau de la direction générale, ça va marcher un moment, mais pas très longtemps. Donc l'enjeu, c'est aussi d'aller convaincre et faire de nos collaborateurs des ambassadeurs de ce projet d'entreprise. Et quand on pense aux métiers de la cyber, clairement, ce sont des métiers qu'on a tous un peu de mal à capter. On a mis en place, nous, chez Doka, un dispositif d'accueil de tous nos nouveaux arrivés. D'accord ? Et quand j'échange avec eux, et que je leur demande pourquoi vous avez choisi Doka Post, la réponse qu'on a, c'est pas forcément parce que vous êtes des bons technos ou parce que vous avez des solutions de confiance. C'est absolument pas ça. C'est plus parce que en fait vous nous faites rêver, parce que vous avez une éthique dans l'utilisation de la donnée, dans l'ouverture de vos algos, parce que vous êtes un acteur qui se positionne aussi sur des sujets de société, etc., etc. Et ça, on s'y attendait pas au début. Et ce projet, et puis les preuves qu'on donne aux gens, les projets qu'on réussit.
Tout ça, ça fait qu'on arrive à attirer. La deuxième, après, une fois qu'on les a attirés, il faut les garder parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes sur le marché. Et donc là, le deuxième sujet, les projets de carrière, les parcours de carrière, comment on valorise ces métiers-là. C'est un point très important pour nous. La formation. Donc nous, on investit beaucoup sur cette partie-là de formation. On le fait avec NetExplo. Donc, à moi aussi de remercier NetExplo pour ce qu'on fait ensemble sur la partie formation. Et puis, on fait beaucoup de choses pour les femmes. Donc, on a un dispositif d'accompagnement, de parité, de valorisation des femmes dans la tech. We Are the Women in Tech avec NetExplo est un exemple chouette. Et merci à Fleur pour ce qu'elle fait. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire cet esprit de solidarité. C'est peut-être justement par rapport à ce projet d'entreprise que vous proposez. Vous avez subi une attaque cyber l'année dernière et vous expliquez que vous avez vraiment à ce moment-là ressenti un vrai élan de solidarité au sein du groupe, même au sein du groupe plus large. Est-ce que c'est ça que ça crée la cyber finalement quand on est attaqué En tout cas, nous, on l'a vécu comme ça. Voilà, on l'a vécu comme ça. On a souvent des attaques. Je pense qu'on vit tous la même chose. Mais on a pu avoir des moments d'attaque sur des segments qui étaient vraiment sensibles. Pendant la crise sanitaire, nos solutions éducatives ont été vachement challengées. Elles ont tenu, donc chouette pour nous. Mais c'était effectivement, c'est à ce moment-là qu'on a vu à la fois un élan de solidarité au sein des équipes de Doka, c'est-à-dire au-delà des équipes qui gèrent les sujets IT, cyber et d'éducation. Donc l'ensemble des équipes qui sont venues en disant comment on peut aider, comment on peut accompagner, soulager. Et puis au niveau du groupe, d'autres entités du groupe qui se sont approchées de nous. Et dans l'autre sens, donc avant l'attaque, il y a aussi de la solidarité avant dans notre capacité à challenger. Par exemple, quand on crée des solutions, on les audite à l'interne. On a des capacités d'audit qui sont au niveau du groupe La Poste, qui nous permettent en fait, en amont de lancer une offre, de s'assurer, au-delà de ce qu'on fait nous à l'interne pour nous et de ce qu'on fait avec des organismes externes, de pré-tester d'une certaine façon avec nos collègues. Alors récemment, vous avez publié dans un quotidien, je cite, un appel à développer des services de confiance pour une vie numérique sereine au quotidien. Ça a été signé par le groupe La Poste DocaPost, la Caisse des dépôts Banque des Territoires, la Fondation INRIA et aussi l'ANSSI. Et vous appelez tous les acteurs et organisations qui œuvrent dans l'intérêt général de vous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi cet appel ? Oui, en fait, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est une réflexion qu'on a engagée avec la Fondation INRIA, l'ANSSI et la Caisse des dépôts il y a 1 an et demi, en partant des résultats d'une étude qui est publiée tous les ans par l'Axel, et qui démontre que dans les usages, on est en fait au niveau des usages des Français à un niveau très élevé. On est au-dessus de 92%, je pense, d'usages installés en ligne. Mais par contre, quand on interroge les mêmes Français qui ont des usages en ligne sur leur niveau de confiance dans ce qu'ils font quand ils ont des usages en ligne, là, on tombe à un Français sur 2, en fait. Et c'est ça qui nous a interpellés en nous disant, mais bon sang, comment on peut faire peut-être pour aller un peu au-delà de ce qui est déjà fait et bien fait par l'État ? Il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes de sensibilisation autour des risques. Nous, le parti pris qu'on prend avec cette initiative, c'est d'aller à la rencontre des citoyens pour comprendre un tout petit peu plus comment ils vivent ça dans leur quotidien, dans leur vraie vie. C'est-à-dire, c'est quoi les cas en fait dans lesquels ils ne sont pas en confiance? Est-ce que c'est quand ils payent leur, je ne sais pas, leur facture de piscine de leur gamin en ligne? Est-ce que c'est quand ils prennent un rendez-vous médical? Est-ce que c'est... Et à partir de ça, voilà. Et à partir de ça, une fois qu'on a identifié des blocages, je travaille avec eux sur qu'est-ce qui aurait pu les faire rester dans un sentiment de confiance dans leurs usages en ligne. Et donc ça, on veut le faire. On est 4. On pense qu'on peut être plus nombreux. On travaille beaucoup avec les acteurs en territoire aussi. Et on aimerait cette année lancer une campagne de sensibilisation sur ces sujets-là. Donc c'était l'objectif de la tribune, dire voilà, on veut faire ça, on a envie de faire ça. S'il y a d'autres acteurs souverains autour de la table qui veulent venir avec nous, rejoignez-nous.
Il y a aussi un gros travail de sensibilisation à faire au niveau des collectivités territoriales. On l'a entendu ce matin, le ministre Jean-Noël Barrot listait un petit peu les dernières collectivités qui ont été attaquées. À ce niveau-là, vous sentez justement qu'il y a un travail de terrain à faire? Clairement, il y a un enjeu de... Je pense qu'il y a une prise de conscience. Donc là, la prise de conscience, elle est là. Qui arrive un peu tard, peut-être qui arrive clairement pour certains un peu tard. C'est un sujet aussi qui peut-être vient du fait que les moyens des collectivités territoriales ont été un peu challengés ces dernières années et que, du coup, elles ont peut-être plus pris fait le choix d'agir et de prioriser des choses qui étaient importantes. Et tant qu'on n'est pas attaqué, c'est pas prioritaire et après on le regrette. Voilà. Donc clairement, il y a un travail de sensibilisation des collectivités. Je pense qu'il y a un énorme travail aussi de sensibilisation des TPE et des PME. On avait, nous, participé dans le cadre de France Relance à ce type d'initiative pour former, pour expliquer. C'est un travail très long qui ne paye pas toujours. Même quand c'est gratuit, on n'arrive pas forcément à capter ces petites entreprises du fait qu'elles priorisent en fait leur quotidien. Mais c'est un vrai enjeu de société et c'est une problématique qui va rester, donc qui est durable et qui présente des enjeux d'autonomie économique et financière majeurs. Alors, il nous reste 1 ou 2 minutes. Je voudrais revenir donc sur le réseau de femmes que vous avez évoqué, We Are the Future in Tech, qui a donc été créé par NetExplo et qui œuvre pour sensibiliser les femmes par rapport à ces nouvelles carrières dans les sciences, les technologies et notamment la cybersécurité. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pouvoir attirer plus de femmes? En tout cas, nous, ce qu'on fait... Parce que pour l'instant, moi, j'en vois beaucoup depuis ce matin. Peut-être que les choses sont déjà en train de changer? Les choses sont déjà en train de changer. En tout cas, nous, on travaille beaucoup avec les écoles. On a aussi des événements dans lesquels on valorise la parité, comme par exemple le Master Dev France, où on encourage l'ensemble de nos partenaires à proposer des équipes. En fait, c'est un challenge, c'est un hackathon, de proposer des équipes qui soient paritaires. On a aussi un dispositif, par exemple, d'accompagnement de start-up qui s'appelle French IoT, où le critère de la parité est un critère absolument majeur dans le choix des start-up qu'on accompagne. Et puis, encore une fois, on a une attention particulière. Nous, on a une direction générale dans le grand sens du terme, donc nos top 50 managers, où la parité est réelle. Et donc, c'est une grande fierté. Merci beaucoup, Smara Longou. Merci infiniment d'être venue nous voir. Je vais vous laisser rejoindre la salle. Je vais vous prendre le micro. Merci de l'applaudir. Merci infiniment.